Merci encore. Alors, je vais répéter les choses que je viens de dire avant. Merci à tout le monde d'être là, en présentiel ou en distanciel. Nous sommes là pour cette journée d'études intitulée Au-delà de la nature. On a deux sessions, le matin et l'après-midi. Euh, on doit remercier le laboratoire ICAR et les collectifs l'organisation de cette journée d'études. Voilà, je suis le premier à prendre la parole et donc sans attendre, parce qu'on a perdu un peu de temps, je vais commencer moi-même. Je peux dire que j'ai passé 13 ans à Lyon en tant qu'un deux. J'ai fait aussi 5 ans de direction du laboratoire ICA. Et maintenant, je suis en détachement à l'université de Bologne, dans un département de philosophie. Alors, avant tout, un grand merci à François Rastier et à Santiago Guillen pour avoir dépassé une série de problèmes organisationnels avec une certaine persévérance afin de mener à bien ces projets de journée d'études à laquelle j'ai le plaisir d'apporter quelques considérations, j'espère, utiles. J'ai décidé de ne pas m'appuyer sur mes publications consacrées à l'écologie sémiotique. Une d'entre elles vient de paraître, numéro monographique de cahier de sémiotique de culture consacré à l'écologie. Je propose plutôt ici une intervention qui pourrait selon quelques éléments collègues de manière plus approfondie, plus originale. Alors, comme je viens de dire, actuellement, je suis en détachement, je suis affecté au département de philosophie du lycée Bologne, mais je dois immédiatement préciser, au prix de décevoir quelqu'un dans les publics, que je ne veux pas épouser les thèses de ceux qui estiment, je cite, que la philosophie est atmosphérique, car la vérité existe toujours sous forme d'atmosphère. C'est la conclusion à laquelle arrive Emanuele Coccia à la fin de son livre La vie de Plante, qui a eu un grand succès et qui compte au moins une dizaine de traductions dans le monde entier. Par ailleurs, Coccia estime que, je cite, la nature atmosphérique de la connaissance philosophique se manifeste dans sa forme et dans l'impossibilité de la réduire à un savoir défini par un objet, une méthode ou un style spécifique qui en exclurait d'autres. Plusieurs participants à cette journée sont probablement sensibles au lien entre anthropologie. Eh bien, pour Emmanuel Coccia, je cite, l'anthropologie a beaucoup plus à apprendre de la structure d'une fleur que de l'autoconscience linguistique des sujets humains pour comprendre la nature de ce qu'on appelle rationalité. C'est là parce que toute vérité est liée à toute autre vérité, au même titre que toute chose est liée à toute autre chose. Cette liaison, cette conspiration universelle des idées, des vérités, des choses, est d'ailleurs ce que nous appelons monde. Fin de la citation de Koch. Cette pan-rationalité distributionnelle et acentrée prouve l'empire secret des plantes pour se battre probablement contre l'illusion de l'anthropocène qui, dans ses conséquences néfastes, montrerait encore les primats aveugles de l'homme. Sans doute, la perte des équilibres climatologiques que nous avons devant les yeux peut avoir un impact aussi sur les équilibres des rationalités et ainsi on assiste le plus souvent à la confrontation de pensées assez extrémistes, soit vers un holisme indifférencié et revanchiste qui célèbre les rôles des non-humaines, soit vers une collapsologie, à savoir un catastrophisme qui se veut rationnel, mais qui affirme qu'il n'y a plus de temps pour réfléchir, étant donné que la nature serait déjà en train de s'effondrer, de réagir, de nous punir. La nature possède à la fois donc une instance morale et un équilibre interne désormais corrompu.
Il nous semble que ces mouvements qui ne manquent pas de défier les vertiges d'une pensée en deçà ou au-delà de l'homme, s'ils peuvent avoir les mérites de porter dans l'espace public l'alerte climatique sous une forme vigoureuse, ils peuvent aussi nous amener à perdre de vue les pièces manquantes d'une pensée écologique qui n'arrive pas à mettre l'homme devant ses responsabilités et à lui offrir un cadre rationnel probant. Sans prétendre d'épuiser la problématique qui empêche l'écologie de jouer pleinement son rôle de repère rationnel contemporain, rôle à la fois justifié et probablement indispensable, je veux me consacrer, je veux me concentrer sur la notion de nature qui traverse les approches écologiques et anthropologiques, notamment à partir du nom ontologique qui a caractérisé la réflexion depuis la moitié des années 2000. En effet, au-delà de l'idée de mythifier de nouveau la nature, de la transformer en instance morale, un réservoir de valeurs heureusement non humaines ou encore un holisme atmosphérique, nous avons vu aussi la création d'une chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France, un intitulé que Descola lui-même a qualifié d'oxymore, voir sa leçon inaugurale en 2001. Mais la nature est-elle avant tout un concept, les fruits d'une conceptualisation? Tout va bien? Vous m'entendez? Très bien. Oui, OK. Ici, on entend. Notre relation avec elle se réalise avant tout sous l'égide d'une pensée réflexive qui cherche à la délimiter et à discriminer par rapport à d'autres choses. Si on accepte la reconstruction faite par Descola et par d'autres philosophes, la nature n'est même pas un concept présent dans d'autres cultures, ce qui pourrait justement nous inviter à ne pas retenir la conceptualisation comme une rencontre première avec un environnement qui nous traverse et illimite l'horizon de notre regard, bien au-delà de la biosphère terrestre. En tant que forme de vie, nous avons un habitat et celui-ci est un rapport proportionné à un environnement qui réserve d'autres niches écologiques pour d'autres êtres vivants, sans oublier les espaces inhabités qui sont majoritaires. Avant de conceptualiser les relations entre les niches, de narrativiser les défis de survivance ou de suprématie, l'aspect qui me semble le plus important est la recherche d'une proportion existentielle, habiter un milieu. Ainsi, j'aimerais reprendre la généalogie du débat contemporain sur l'anthropologie de la nature à partir d'un de ses protagonistes, à savoir Tim Ingold. En effet, Ingold, dans ses premières recherches de terrain menées en Laponie finlandaise, souligne que l'économie pastorale des Lapons repose sur une dynamique d'adaptation extrêmement fine à un environnement à la fois fragile et résistant. Loin d'une harmonie idéalisée avec la nature, ces sociétés sont contraintes d'inventer des modes de cohabitation prudentes et réversibles, où la domestication est toujours partielle et où les rapports aux ressources demeurent incertains et fluctuants. Dans cet espace de rareté, l'idée même de dépossession se dérobe. Habiter ne signifie pas s'approprier les territoires. Au contraire, habiter veut dire s'appeler, entrer dans une écologie de l'indisponible, faire face à une écologie de l'indisponible. La proportion de la niche de Lapon n'est pas gagnée à jamais, ce qui rend visible une dissociation radicale entre les catégories juridiques et symboliques de la territorialité et les conditions concrètes d'un vivre avec instable et toujours à redéfinir. Peu importe la conceptualisation de l'environnement naturel, ce qui est certain, c'est que les marges de la culturalisation ne sont pas stables et même les réseaux actentiels qui définissent la niche écologique ont un caractère précaire. Cela veut dire que la conceptualisation est le fruit d'une proportion trouvée et pas les contraires. Comme Ingold le formule dans une phrase programmatique, je cite, nous n'avons pas besoin de penser le monde pour y vivre, mais nous devons vivre dans le monde pour les penser. Dans les territoires hostiles du Nord, l'habiter est d'abord une mise à l'épreuve. Étant donné la disproportion et l'imprévisibilité, la relation avec les milieux n'est pas fondée sur des transformations unilatérales, mais sur des traductions récurrentes. C'est une écologie de la médiation où les humains doivent composer avec des entités naturelles réfractaires à toute intégration stable dans les systèmes symboliques.
Ingold montre que la gestion de troupeaux, de rennes, pour les scoltes, les samis, n'obéit pas à une logique d'optimisation technique ou de planification rationnelle, mais à un régime d'attention et d'écoute de la part du berger vis-à-vis du déplacement du troupeau, des conditions climatiques et des réactions du sol ou de la neige. La technique devient alors un art de la perception, une manière de capter les signes faibles d'un monde non prévisible. J'insiste encore un petit peu, ce que les cultures arctiques nous enseignent, ce n'est pas une symbiose primitive avec la nature, mais un sens aigu des limites et des seuils, une capacité à reconnaître que l'habité commence là où la résistance du monde devient interlocutrice. Certes, il faut passer de la fracture entre culture et nature à la récomposition d'un couplage à la recherche de sa propre proportion, de sorte à mettre en évidence usufruit et indisponibilité, symbiose et résistance. Ces déplacements supposent de renoncer à une lecture binaire de l'écologie humaine qui opposerait d'un côté une nature brute, résistance, adoptable, et de l'autre une culture agissante, productrice de formes et d'essence. Il ne s'agit pas non plus de dissoudre ces termes dans un relativisme intégral, mais de penser la relation comme dynamique de traduction. Un mouvement incessant, un mouvement d'ajustement, d'interprétation et de médiation où ni les sujets ni les milieux ne sont posés d'avance. Chez Tim Ingold, cette logique de traduction écologique prend la racine de sa critique de dichotomie classique entre perception, cognition et environnement. Dans la perception de Perception on Environment, il écrit que l'humaine ne se tient pas face au monde comme un sujet percevant une nature extérieure. Le sujet qui perçoit n'a pas besoin de construire des représentations du monde parce qu'il y est déjà immergé, parce qu'il s'y déplace et qu'il agit en tant que centre agentif au sein d'un champ de force et de flux. Autrement dit, percevoir et agir, comprendre et répondre sont des modalités d'un même engagement écologique où la distinction entre sujet et objet s'est brouillée au profit d'une logique de correspondance. Ce terme de correspondance, qui traverse les œuvres plus récentes d'Ingold, notamment Making ou Being Alive, ou justement correspondance, traduit aussi en français, désigne la manière dont les vivants, humains ou non, s'alignent progressivement à leur environnement à travers un enchevêtrement de lignes, de gestes, de rythmes. Je cite, la fabrication est une correspondance entre les fabricants et les matériaux, écrit dans Making, Tim Ingold, ainsi. Il insiste sur le fait que la création est moins un acte de domination qu'un art de l'écoute et de l'ajustement. Dans cette perspective, la traduction écologique n'est pas une opération cognitive ou technique, mais une forme de coprésence active où chaque élément, animal, sol, vent, répond à l'autre en modulant son propre. Mais cette correspondance n'est jamais symétrique. L'environnement résiste, la reine s'éloigne, le sol se dérobe sous la neige verglacée. Le climat détraque les repères saisonniers. C'est là que le travail de traduction prend tout son sens. Non comme une conversion dans un autre, mais comme une manière de composer avec l'indisponible, avec ce qui échappe à la et exige une reformulation constante. La neige, les traces, le déplacement du troupeau ne sont pas des, mais des indices sensibles à suivre dans une logique de wayfaring, hein, de cheminer avec, plutôt que de transport, de projeter ou transporter d'un point à l'autre. Distinction qu'on on peut retrouver dans les livres Being Alive, où Ingold écrit cheminer, c'est suivre un chemin qui se dessine au fur et à mesure qu'on avance et on ne peut pas, non pas suivre un itinéraire prédéfini. Alors, lorsqu'un environnement ne se prête plus à la symbiose, les techniques humaines de gestion tentent de rétablir les couplages par la force. C'est ce qu'Ingold désigne comme la transition du pastoralisme vers le ranching, un régime où la relation protectrice laisse place à une logique prédatrice. On voit bien ici une possible métonymie de l'Anthropocène, d'un ranch coextensif de la Terre, un jardin qui a pris tous les territoires, une économie qui a absorbé l'écologie, ce qui peut signifier la perte de toute proportion, la fin d'une nature à traduire. Les cultures se mesurent-elles à leur ambition démesurée, à leur capacité à refouler une appropriation impossible, à l'insignifiance qui émane d'un terrain
non marquées échappant à leur volonté de domestication? Une éthique de la relation proportionnée peut-elle nous éclairer sur la question qui soulève cette journée d'études? Peut-on aller au-delà de la nature et où on serait les lisières? Les territoires du Grand Nord de la planète, par leur résistance à l'appropriation totale, nous ont contraints à penser les limites persistantes de notre idée d'habiter la Terre. Mais la disproportion reste bien sous les yeux. L'au-delà de la culture est bien plus envisageable. Certes, la nature, dans ces cadres, ne saurait être plus extériorité et les présences actives, exigeantes et récalcitrantes, un interlocuteur à la fois proche et irréductible. Or, chez Descola, la critique du naturalisme occidental repose sur une prémisse claire. La nature, comme domaine séparé du social ou du symbolique, est une construction historique propre à l'Occident moderne et son universalisation relève d'un ethnocentrisme théorique. Il affirme ainsi dans L'écologie des autres, je cite, l'idée de nature n'est exprimée que dans les langues européennes dont le vocabulaire conceptuel s'est nourri du latin natura et du grec physis. C'est un intraduisible. Fin de la citation. À cela s'ajoute l'observation empruntée à Julien, François Julien Berck et à Berck, selon laquelle ni la civilisation chinoise ni la civilisation japonaise ne disposent d'un équivalent direct de cette notion qui s'appuierait, ce qui appuierait la thèse d'un pluralisme ontologique de rapport au vivant. La Tour, dans une veine parallèle, conteste la naturalisation autoritaire des faits dans les discours scientifiques et plaide pour une redéfinition politique de la nature comme ce qui est à composer, non ce qui est déjà donné d'avance. Il écrit ainsi, je cite, pourquoi parler de politique à propos du naturalisme? Parce que lorsque vous définissez la nature, les qualités premières vous définissez aussi c'est que nous avons tous en commun sans avoir à les discuter, sans avoir à les composer. C'est dans un texte qui est qu'est-ce qu'un style non moderne. Dans Changer de société, réfère à la sociologie, Latour propose même de, je cite, détacher la fonction de déploiement de la réalité que nous allons conserver et rejeter toute cette autre prétention à unifier de manière prématurée et sans débat l'ensemble des faits indiscutables. Fin de la citation. Il ne s'agit pas donc d'un rejet brut de la nature, total de la nature, parce qu'il considère les déploiements de la réalité, mais d'un refus de son usage tactique pour mettre fin à la discussion. On pourrait soutenir que la Tour veut souligner que la nature est une tiercété, les fruits d'un accord, d'une diplomatie scientifique. Mais à ces propos, on pourrait rappeler à travers John Dewey que, et je cite, Peirce ne soutient pas que l'acte qui consiste à décrire altère la qualité de ce qui est décrit, mais que l'expérience qui s'est produite dans un acte de description de la qualité d'une autre expérience a elle-même une autre qualité. Fin de la citation. En tout cas, ces positions méritent d'être reconnues dans leur intention d'ouvrir un espace critique pour repenser nos catégories de pensée écologique. D'une part, ni Latour ni Descola ne rejettent totalement l'idée de nature, ils s'attaquent à ses usages autoritaires, à sa fonction de clôture ontologique et politique. D'autre part, ils œuvrent à repenser les rapports entre humaines et non humaines dans une optique proprement écologique, où il s'agit moins de sauver la nature que de reconstruire les conditions d'un vivre cosmopolitique. Descola le formule ainsi dans la composition du monde. Il faut maintenant, je cite, il faut maintenant penser sans l'idée de nature afin d'imaginer des institutions qui permettraient de réaliser les couplages des humains et des non-humains, de gouverner dans les mêmes termes la vie de l'ensemble des êtres. Mais c'est précisément au nom de cette volonté de couplage qu'une critique devient possible. Car si le concept de nature est introduisible sur le plan lexical, il n'en est pas pour autant une fiction ou une erreur. Comme l'est noté déjà Merleau-Ponty, je cite, le concept de nature n'évoque pas seulement les résidus de ce qui n'a pas été construit par moi, mais une productivité qui n'est pas nôtre, bien que nous puissions l'utiliser, une productivité originaire qui continue sur les créations artificielles de l'homme.
Je citais La nature, page 169. En d'autres termes, il y a dans la nature quelque chose qui résiste à sa propre désignation, mais qui ne disparaît pas pour autant dans la pluralité des cosmologies. La nature comme altérité résistante aux contingentes opaques ne peut être abolie sans que ne s'effondre également la possibilité même d'une écologie au sens fort, c'est-à-dire d'une pensée de la cohabitation dans la différence et de la recherche d'une proportion. Les premières recherches de Tim Ingold peuvent offrir un contrepoint intéressant. L'idée que les cultures se donnent à partir de régimes d'engendrement du réel qui seraient incommensurables, cette idée surestime au fond la stabilité d'une ontologie locale lorsque les devenirs dans un environnement disproportionné nous obligent à traduire constamment les conditions pour l'habiter. Nous avons déjà rappelé sa formule programmatique. Nous n'avons pas besoin de penser le monde pour y vivre, nous devons vivre dans le monde pour le penser. Cette phrase inverse la démarche de Descola. Au lieu d'inférer les formes d'habitation à partir d'ontologies présupposées qui ont déjà donné leur propre proportion symbolique aux relations entre les êtres, Ingold propose de partir de l'engagement concret des corps, de gestes, de pratiques, de lignes de vie au contact de la résistance du milieu. L'ontologie n'est pas première, elle est une forme secondaire d'un monde toujours déjà en train de se faire. Cela dit, les focalisations progressives d'Ingold sur les tissages des correspondances des pratiques humaines et actant non humaines au détriment des proportions des tâches a poussé Ingold à rejoindre ses collègues multinaturalistes, du moins sur le plan des diagnoses et des thérapies. Dans cette focalisation sur les dwellings, sur les tissages, je pense aussi au travail de Eduardo Kohn, How Forests Think, refusant de concevoir la nature comme un arrière-plan muet ou comme une projection culturelle. euh, Eduardo Kohn propose de la penser comme un tissu d'événements sémiotiques traversant l'ensemble du vivant. La vie est constitutivement sémiotique. Les forêts pensent, non par métaphore, mais parce que les êtres vivants, plantes, animaux, esprits, interprètent des signes, réagissent, anticipent et ainsi participent à la constitution du monde ambiant. Cette perspective ouvre un espace inédit, celui d'une pensée non anthropocentrique de la biosphère, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des ontologies closes ou à des systèmes symboliques totalisants. Toutefois, des approches comme celle de Kohn risquent de reconduire une vision trop unifiée du vivant, en minimisant les différences, la conflictualité contingente, euh, en misant sur la continuité cosmique du vivant. On risque de masquer les failles, les tensions, les discontinuités symboliques. On débouche facilement sur l'atmosphère cosmologique qui propose Koch, laquelle, tout en critiquant les dualismes classiques, reproduit une forme de domination discursive. Tout est déjà relié et pas la peine d'en éprouver ou d'infirmer cette continuité. Certes, dans cette perspective thérapeutique, le projet des Descola, qui vise à substituer ces modèles issus de théories classiques de la souveraineté euh, en tissu, en revanche, en tissu d'écosystèmes, des milieux de vie, qui sont à la fois urbains et ruraux, interdépendants, en partie autonomes. Toute cette tentative peut être saluée pour ce qu'il est, une tentative courageuse d'élargir les périmètres du politique au-delà du collectif humain. Mais cette générosité descriptive, cette volonté d'embrasser la pluralité des régimes d'engendrement du réel, se paye d'un prix élevé. La désubstantialisation de la nature en tant qu'altérité commune, en tant que condition partagée de l'exposition à la contingence. Dans sa leçon conclusive au Collège de France, intitulée Qu'est-ce que comparer 2022, Philippe Descola revient avec lucidité sur la genèse de sa propre méthode comparative. Il explicite plus qu'auparavant la logique transformationnelle qui sous-tend son modèle de ontologie, le naturalisme, animisme, totémisme, en assumant son caractère hypothético-déductif inspiré d'une combinatoire structurale à la manière de Lévi-Strauss. Mais les incompatibilités structurelles, remarquées par un sujet transcendantal, c'est lui qui dit ça, se concentrent toujours sur les assumptions fortes des cultures
au détriment des doutes, des rapiessages mythiques, des apories, de doubles contraintes, bref, d'une vulnérabilité au sens que l'on masque derrière des structures prédicatives fortes, les conceptions réflexives d'une culture. Encore une fois, une vision monolithique de chaque culture ne laisse pas voir ces contradictions internes, sauf éventuellement pour les naturalismes occidentaux au vu de dégâts provoqués par la pollution. Il faut peut-être moins chercher à comparer des ontologies closes qu'observer les zones d'instabilité, les seuils des déséquilibres, les efforts de traduction imparfaite qui traversent chaque forme de vie culturelle. L'Umwelt, le monde ambiant, ne peut qu'être partiel, focalisé par une proportion qui définit des agentivités localement corrélées, bref, un paysage modal. Au contraire, les ontologies semblent prendre en compte des totalités, des couplages saturés d'interprétations qui définissent une culture comme un monde structuré. On passe de la philosophie météorologique de Kocha à une imbrication nature-culture qui décide des incompatibilités structurales d'une forme monde. Il n'est pas surprenant alors que pour justifier cette totalité sursaturée de marques culturelles et besoin de mythes euh, euh, comme des outils épistémologiques, ou du moins comme un instrument rhétorique. On mobilise de figures anciennes, Gaïa, Chaos, Terre-Mère, pour penser l'unité du système Terre et l'urgence climatique, et pour reconstruire un grand récit que la postmodernité aurait perdu. La figure de Gaïa est emblématique de ce phénomène. Dans la tradition grecque, Gaïa naît du chaos primitif, matrice indistincte d'où surgissent les formes. Lovelock, bien qu'animé d'un projet scientifique, assume cette référence dès les premiers moments de les premiers moments de sa théorisation, suggérant que la Terre se comporte, je cite, comme un système complexe, unique, analogue à un organisme autorégulé de manière homéostatique. C'est une comparaison, ce n'est pas une identification. Certes, il ne s'agit pas d'un animisme naïf, mais d'une stratégie de réfiguration reprise par Bruno Latour. Dans Face à Gaïa, il donne au mythe un statut théorique central en tant que forme de composition du monde. Pour lui, Gaïa n'est pas une déesse, mais une manière d'échapper au dualisme moderne en récomposant les liens entre les vivants et leur milieu. Je cite, elle, Gaïa, n'a pas de plan, pas d'intention, pas de dessein, et pourtant elle exerce une pression. Elle est d'une certaine façon sensible à nos actions, et pourtant elle est indifférente à nos intentions. Ces portraits, à mi-chemin entre entité mythique et agent systémique, donnent au récit une puissance de réorientation. Il permet de réimaginer l'humain comme élément dans tout plus vaste, irréductible à ces schémas d'action traditionnels. Mais pourquoi recourir au mythe? C'est ici que Latour mobilise sa distinction entre politique restreinte et politique élargie, déjà formulée dans l'article que j'ai cité, Qu'est-ce qu'est un style non moderne? Je cite, la politique au sens restreint est fondée sur la dispute, les consensus difficiles ou les conflits interminables. La politique au sens large s'appuie sur une nature à la fois sûre, inaccessible et dont la décision s'est faite hors assemblée. Il s'agit donc de dépasser une nature comme donnée inquestionnable, matter of fact, pour en faire un terrain de négociation cosmopolitique, matter of concern, voire de co-création. Dans ces cadres, le mythe n'est pas rétrograde, il devient outil diplomatique, manière de rendre sensible, discutable des entités autrement inaccessibles. Latour reformule cette intuition sous forme de dialogue. Je cite, pour tenir debout, notre monde a besoin d'une narration, d'un récit, pas simplement d'une structure. Les anciens récits ne fonctionnent plus, les nouveaux sont en gestation. Fin de la citation. Le mythe serait donc un moment de transition où les récits anciens vacillent, mais où les nouveaux ne sont pas encore stabilisés. Il fonctionne comme ce que Barthes appelait une parole vouée et rendue, une structure signifiant prête à accueillir du sens collectif, même en dehors des dispositifs rationnels. Fin de la citation. Il ne faut pourtant pas sous-estimer le risque propre à cette opération narrative qui, paradoxalement, compose la réalité,
avec une accélération qui contourne aussi la rationalité. Ce qui n'est pas permis aux scientifiques est bien accordé aux créateurs de mythes. D'ailleurs, comme les rappelle Gribin et Gribin dans leur livre sur Lovelock, le nom Gaïa fut à la fois son plus grand succès public et son talent d'Achille scientifique. L'idée a suscité une réaction hostile de la part de nombreux biologistes évolutionnistes, en même temps qu'elle était défendue par une ferveur quasi religieuse par certains écologistes. Ces limites réapparaissent dans la pensée écologique contemporaine, il traduit un déplacement plus profond. D'une part, la perte de confiance dans les modèles rationnels d'intelligibilité du monde, d'autre part, la nécessité d'une totalisation interprétative, d'une représentation culturelle coextensive de la nature dont nous sommes responsables. Ainsi, ce qui était l'objectif du premier Latour, à savoir rejeter toute autre prétention à unifier de manière prématurée et sans débat l'ensemble des faits indiscutables, se transforme dans un déploiement unifiant, non pas de la réalité, mais du récit culturel et sa mise en cohérence symbolique. Alors, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, parce que j'ai pris 5 minutes, donc il faut bien sauter chose. Alors, euh, les recours au mythe, même dans sa version critique ou thérapeutique, peut être lu comme un symptôme de la difficulté contemporaine à penser l'incommensurable et à travailler sur des terrains proportionnés. L'écologisme messianique traduit la disproportion de la tâche avec une interprétation mythique illimitée. À l'heure où les discours critiques sur l'Anthropocène tendent à se polariser, il devient nécessaire de préciser une position qui échappe à une double réduction. D'une part, les appels à restaurer la nature comme substrat stable de normes, de responsabilités ou de connaissances reconduisent souvent sous des formes renouvelées un naturalisme anthropocentré où le monde demeure l'arrière-plan d'un projet humain de maîtrise, d'aménagement ou de maintenance. D'autre part, les versions les plus généralisées du tournant ontologique proposent de substituer à cette nature une multiplicité de mondes enchevêtrés, mais incommensurables, au nom d'un pluralisme radical de cosmologie. Ces deux tendances, en apparence opposées, partagent un même défaut. Elles refusent d'habiter la résistance du monde, l'indisponibilité relative de l'environnement comme espace de traduction conflictuelle. Face à cela, une autre voie s'impose. Elle passe par une pensée de la traduction, non pas comme une conversion entre univers culturels, mais comme un processus d'ajustement asymétrique où les formes de vie tentent de composer avec ce qui leur échappe, une altérité, comme je dis, irréductible, instable, parfois rétive à toute modélisation. Ce que cette perspective engage, c'est une écologie de l'indisponible, une manière de reconnaître que le monde ne se donne jamais pleinement à nos dispositifs sémiotiques et que toute signification s'inscrit dans une zone de tension, de frottement, d'inachèvement. La proportion opère sur deux frontières de pertinence, celle de la nature agissant en nous et celle de la nature œuvrant en dépit de nous. Pour rappeler ces deux seuils, on pourrait convoquer d'une part pour la nature qui œuvre en nous Merleau-Ponty, avec l'idée d'une intercorporéité originaire, enracinée dans une tradition propre, dans des textures spécifiques de l'expérience de l'être avec. D'autre part, toujours à travers Merleau-Ponty, l'exigence éthique selon laquelle l'homme doit reconnaître dans la nature une productivité originaire qui lui confère des responsabilités, des finalités par rapport à un monde un monde qui, en ce sens, le précède et les déborde. En ce sens, la nature ne peut être ni un mythe mobilisateur, ni un résidu métaphysique. Elle doit être comprise comme ce qui nous invite à traduire constamment ces deux frontières, à la recherche d'une proportion métastable. Bien évidemment, l'altérité culturelle peut nous éclairer, nous a éclairé par rapport à la perte de proportion de politique occidentale, mais une écologie sémiotique qui interroge les cultures nous semble plus prometteuse d'une mythologie artificielle. Un mouvement de renouveau intellectuel sous l'égide d'une pluralité de lumières, de rationalité qui accepte de rendre compte de proportions assumées, de mesures, des critères d'objectivation pris, ces mouvements nous semblent plus favorables
sans vouloir nier les bonnes intentions des autres. Et au fond, une rationalité fondée sur des proportions toujours à découvrir et à traduire, la porte d'entrée, la nature en nous, et la porte de sortie, la nature agissant en dépit de nous, ouvre un espace pour l'aventure, pour l'exploration des lisières. Au fond, une pluralité de lumières est susceptible de se réconcilier avec un romantisme attentif à la fragilité de proportions métastables. À l'inverse d'une vision mythique qui chercherait à récomposer l'unité du monde par projection ou figuration, l'écologie sémiotique s'attache à suivre les fractures, à décrire des seuils de pertinence, à explorer des conditions d'un respect. Rien d'atmosphérique ou d'impalpable, c'est un travail sémiotique et ce respect n'est ni une norme morale ni un impératif culturel. Respecter ici, c'est accepter l'impossibilité d'un accès direct, la nécessité d'une médiation, la recherche d'une proportion, la reconnaissance d'une marge d'indisponibilité. Ce réalisme à la fois interne et externe oblige à dépasser les fantasmes d'un monde intégralement sémiotisable. Il n'y a pas de coïncidence possible entre les systèmes de signes et les déploiements de la nature. Seulement des essais de couplage, des arrangements précaires, des ajustements à la marge. L'écologie sémiotique n'est donc pas une science des signes stabilisés, mais une science de seuil, des tensions, de zones de contact entre ce qui fait sens et ce qui résiste au sens, des travaux toujours en cours, d'entrées différentes dans la nature, interne et externe, à la recherche d'une distance proportionnée entre elles, d'un intervalle de vécu. La nature interdit toute clôture narrative. Là où les mythes voulaient faire monde, sa résistance empêche toute totalisation d'un sens, toute appropriation complète. Le multinaturalisme, en pluralisant le monde, tend paradoxalement à absolutiser les altérités. Les risques est alors de réinstaller un régime essentialiste qui substitue au modèle unique du naturalisme occidental une série d'ontologies parallèles, chacune cohérente et autoréférentielle. Ce que nous avons proposé en toute modestie peut être résumé dans l'idée suivante. Il faut passer de la fracture entre la culture et la nature à la recomposition d'un couplage, à la recherche de sa propre proportion, de sorte à mettre en évidence usufruit et indisponibilité, symbiose et résistance, et sans perdre de vue ce qui est spécifique de la nature et de la culture. Ce qui serait, cette perte serait au profit d'un tissage pulvisculaire, atmosphérique, ineffable, prêt à liquider progressivement l'humaine. Voilà, j'ai terminé. Merci.